Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une incroyable machination criminelle. Le 6 décembre 2012, le cadavre de Jean Aprin, un viticulteur de 48 ans, est retrouvé dans le coffre de sa voiture. Mais que s'est-il passé ? Avec moi, vous entendrez les voix d'Henri et Bernard, deux amis de Jean, des collègues de Nadine, sa femme, celles des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. En 2012, un petit village varois va être le théâtre d'une affaire criminelle digne d'un roman d'Agatha Christie. Le meurtre mystérieux d'un viticulteur du Cru, Jean Aprin. Je l'ai vu dépérir. Il était blanc, mais blanc comme un cachet d'aspirine. Blanc, livide. Là, j'ai dit, lui, il a un problème. Quelques temps après, il est décédé. C'est une véritable armoire à pharmacie dans le corps de ce pauvre Jean Aprin. À deux doigts du crime parfait, voici l'histoire d'un duo meurtrier qui a berné tout le monde pour parvenir à ses fins. Je pense qu'on se dit toujours que le meurtrier est parmi nous. C'est quelqu'un qui était connu dans le village. Là, ça a été plus que de l'étonnement. Il a été étouffé avec un coussin imbibé de white spirit et de javel. C'est de la folie pure. De la folie pure, mais préméditée. Attention, elle n'était pas toute seule dans le coup. Il a été manipulé, il a été un instrument. Cette incroyable affaire démarre le 6 décembre 2012 dans le village de la Roquebrussanne. En début d'après-midi, les gendarmes sont avertis que Jean Aprin, un viticulteur de 48 ans, vient d'être découvert mort dans ce hangar situé au milieu des vignes. Une femme se présente à nous comme étant Madame Nadine Aprin, épouse de la personne décédée, qui est accompagnée de sa belle-sœur. Elle nous explique que son mari avait peur des rôdeurs, que la veille au soir, à 22h, il a quitté le domicile pour venir dormir au hangar. Elle s'inquiète parce qu'il était prévu qu'elle l'appelle le lendemain. Et étant sans nouvelles de lui, vers midi et quart, elle va au hangar pour voir s'il y est. Une fois sur place, les deux femmes expliquent avoir découvert avec surprise Jean, inanimé, allongé dans le coffre de sa voiture. Nadine Aprin explique qu'affolée, elle a sorti son époux du véhicule et procédé à un massage cardiaque pour tenter de le ramener à la vie. En vain. On va se rendre compte qu'il y a une rigidité quand même qui est présente et qui, visiblement, c'est à ce moment-là qu'elles ont compris qu'il était décédé. Mais pour les gendarmes, ce décès est des plus étranges. Comment Jean Aprin s'est-il retrouvé dans le coffre de sa voiture ? Face à leurs interrogations, Nadine, l'épouse du viticulteur, avance pourtant une explication toute simple. Jean, à la santé fragile, a sûrement fait un malaise. Il aurait alors tenté de regagner son véhicule pour chercher de l'aide. Elle explique que son mari aurait des antécédents cardiaques, des antécédents de consommation d'alcool importante. Alors on se dit, oui, peut-être qu'il a exagéré un petit peu ce soir-là. Il fait un malaise cardiaque dans le hangar. Il essaye de se traîner jusqu'à la voiture pour aller au secours. Puis il tombe à la renverse, il tombe dans le coffre. Tout est possible. Et en effet, rien ne semble indiquer que Jean ait pu être victime d'une agression. Le médecin légiste, dépêché sur place, déterminera d'ailleurs qu'il s'agit d'une mort naturelle. Quand on découvre le corps, on ne constate aucune trace particulière qui pourrait évoquer une mort violente. Il n'y a pas de trace de lutte, il n'y a pas de griffure, il n'y a pas de sang apparent qui laisserait à penser qu'il aurait été violenté, qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé avant. Le viticulteur aurait donc été victime d'un malaise.
D'ailleurs, depuis la fin des vendanges, 2 mois plus tôt, tous les proches de Jean avaient remarqué qu'il n'était pas vraiment dans son assiette. Jean était fatigué. Dès la fin des vendanges, il faisait que dormir. Jean est mort d'avoir trop travaillé. Pas de doute, dans le petit village de la Roque-Broussanne, pour les habitants qui connaissaient tous Jean Aprin, le viticulteur s'est tué à la tâche. Car la vie de Jean, c'était avant tout l'histoire d'un amour dévorant entre un enfant du pays et une terre, la vigne, plantée sur les coteaux varois. Jean, sa seule maîtresse, c'était la vie. Mais le destin de Jean Aprin aurait pu être tout autre. S'il n'avait pas passé la bague au doigt 16 ans plus tôt à une jeune femme du cru, Nadine Poeto, fille de viticulteur. S'il est tombé amoureux de la vigne, c'est parce qu'au départ, il est tombé amoureux de celle qui allait devenir son épouse, à savoir Nadine. Puisque Nadine possédait un terrain viticole. Il découvre un autre monde, un autre univers, qui est l'univers des viticulteurs, et ça devient sa passion. Sa passion pour les vignes est telle que Jean Aprin, chef de rayon dans un supermarché, se lance en parallèle, soir et week-end, dans l'exploitation des vignes appartenant à sa femme Nadine. Ses amis proches se souviennent que Jean était un véritable bourreau de travail. Il faisait des horaires assez conséquents, donc il devait rentrer tard chez lui. Le samedi, dimanche, il avait une activité qui était assez prenante. Un travailleur bosseur, il y a des travailleurs qui font leur boulot, point final, après on demande de plus rien. Mais lui, il restait jamais sans rien faire. C'était impressionnant même. Ce travailleur infatigable ne manquait pourtant jamais une occasion d'enseigner l'art de la vigne à son fils unique, que nous appellerons Alexandre, afin de respecter son anonymat. D'après Bernard Campegno, Jean avait d'ailleurs réussi à transmettre ce virus à Alexandre. Alors, qu'est-ce que tu en penses, le travail de papa? Est-ce que ça t'intéresse? Ah oui, moi je veux faire pareil, je veux faire œnologue. Ah, mais c'est bien. Un père qui est viticulteur et qui entend son fils, oui, je voudrais être œnologue, c'est magnifique. Ça. Jean Aprin était un modèle pour son fils, parce que son fils voyait ce que son père faisait de ses mains, voyait ce que son père faisait de sa terre, et le fils était admiratif de son père. Pour assurer la succession de son fils adoré, en 2009, 3 ans avant sa mort, Jean Aprin prend une décision radicale. Il quitte son emploi au supermarché et décide de faire de la petite exploitation familiale une entreprise qui compte dans la région. Jean s'installe ici, au creux de l'escalier, dans cet immense hangar qu'il bâtira de ses mains. Un choix courageux. Il était salarié, il avait un emploi confortable, son salaire, comme on dit, tombait tous les mois. Ben non, il a décidé de quitter cet emploi qu'il occupait depuis de très nombreuses années. Partir d'un supermarché pour arriver à se lancer dans la viticulture, c'est pas évident. Produire du raisin, il semble que c'est facile, mais il faut traiter au bon moment, il faut labourer au bon moment, il y a des fois où il faut travailler la nuit, c'est compliqué. Jean Aprin, à force de ne pas se ménager, se serait donc littéralement tué à la tâche. Au moment du drame, tous pensent que cette ambition lui a été fatale. Pourtant, ils font fausse route. Car vous allez le voir, un élément passé inaperçu lors de la découverte du corps de Jean va tout faire basculer. En effet, un détail dans la tenue de Jean Aprin qui n'avait pas été relevé lors des premières constatations va tout d'un coup faire tilt dans l'esprit des gendarmes. Le viticulteur a été retrouvé en chaussettes, alors que ses chaussures sont rangées à une vingtaine de mètres de là, sous le hangar, au pied d'une chaise.
On se fait la remarque avec les collègues que le dessous des chaussettes sont propres. Aucune trace de terre, de cailloux, quoi que ce soit. Il se trouve que le corps est dans une cour de sable, sablonneuse, et on ne comprend pas qu'il ait pu marcher en chaussettes sans les salir. Les chaussettes du viticulteur sont immaculées. Alors pour vérifier comment un tel miracle est possible, Gilles Valdan décide de reconstituer lui-même les dernières minutes de Jean Aprin. Je décide d'enlever moi-même mes chaussures et de marcher en chaussettes dans la cour pour vérifier. Et effectivement, mes chaussettes ressortent souillées de sable. Le flair du gendarme était le bon. Et cela va complètement changer le cours de l'histoire. Il n'est pas allé tout seul du hangar à sa voiture. On l'a porté. Et si on l'a porté, ça veut dire que c'est plus une mort naturelle. Jean Aprin a été tué. Quelques jours plus tard, l'autopsie va confirmer l'hypothèse du meurtre et donnera un premier scénario du drame. L'autopsie démontre que la mort est due à un œdème pulmonaire. L'œdème pulmonaire, c'est un étouffement, pour parler simplement. C'est un étouffement. Il est mort étouffé. On a eu chaud parce que si les gendarmes repèrent pas cette histoire de chaussettes, peut-être qu'on aurait pu passer à travers, on aurait pu ne pas le voir. C'est donc dans une ambiance très pesante que se tiennent les obsèques de Jean Aprin, le 24 décembre 2012, la veille de Noël. Car famille et amis ont perdu un être cher dans des circonstances encore inédites pour ce petit village. Noël, c'est la fête des familles, c'est la fête des enfants, c'est une période souriante pour tout le monde. Bien là, on ne sourit pas parce qu'on enterre un gars de la Roquebrussanne. Et au moment où on l'enterre, on sait qu'il n'est pas mort naturellement. On sait qu'il a été tué. Là-bas, il n'y a pas de cité, il n'y a pas de banditisme, il n'y a pas de crime. Et d'un seul coup, les voilà frappés par le crime d'un proche. Ça a été un coup de massue sur la tête à tout le monde. Ben, on est restés tous bêtes. On est restés tous bêtes, quoi, parce que je dis tous étonnés, parce que quand même... Étonné, choqué. Mais de l'avis des proches de Jean Aprin, la plus choquée d'entre tous, c'est Nadine, son épouse, anéantie par le chagrin. Elle était effondrée. Effondrée. Elle pleurait toute l'âme de son corps. À l'émotion succède très vite l'incompréhension. À la Roquebrussanne, du bar tabac à la boulangerie, tous se posent la même question. Qui a pu s'en prendre à Jean Aprin? Les gens ne comprennent pas. On parlait que de ça dans la Roque, c'était vraiment la conversation de tout le monde. L'ambiance était assez froide, c'est vrai que ça a beaucoup parlé. Oh, t'as vu ce qui s'est passé? Tout le monde cherche à savoir le pour, le vrai. On se posait tous des questions, le pourquoi, le comment, et voilà. Effectivement, les commérages vont bon train, oui, ça c'est clair. La thèse la plus répandue parmi les villageois demeure celle du cambriolage qui aurait mal tourné. Car à la Roquebrussanne, tout le monde savait que le matériel viticole de Jean Aprin aurait pu faire des envieux. Et justement, d'après Nadine Aprin, son épouse, c'est bien pour cette raison que la nuit du drame, son mari était parti monter la garde sur leur exploitation. Il y avait eu pas mal de cambriolages, tout du moins dans le secteur, à cette époque-ci. Et donc il était inquiet par rapport à tout le matériel qu'il avait là-bas. Alors les gens, ils voyaient toujours tout en grand. Il lui fallait le meilleur matériel et il se donnait les moyens de l'avoir. Il avait trois tracteurs, je ne sais plus. Il avait la machine à vendanger. C'est obligé que vous ayez cette crainte de vol. Chacun se met alors à imaginer son petit scénario du crime. Il entend du bruit dehors, il va voir dehors ce qui se passe. Il se fait surprendre et malmener par des individus qui seraient venus le cambrioler. Il est décédé, le rôdeur le met dans le coffre de la voiture, s'en va, et puis voilà. Seulement,
Sur l'exploitation, rien n'a été volé. Alors la thèse du rôdeur tient-elle vraiment la route? Peu probable, car cela fait déjà 1 mois que le meurtre a eu lieu et de leur côté, les gendarmes n'ont récolté aucune preuve permettant d'accréditer la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné. L'enquête est au point mort. On a enterré un brave type, on ne lui connaît pas d'ennemis, on ne lui connaît pas de vie secrète. Mais vous allez voir que si Jean Aprin n'avait aucun ennemi au village de la Roquebroussanne, c'est peut-être dans sa vie privée, au cœur même de son foyer, qu'il faut chercher la cause de son meurtre. Le 30 décembre 2012, près de 3 semaines après les faits, l'enquête va rebondir de façon totalement inattendue. Ce jour-là, les gendarmes se rendent au hangar de Jean Aprin afin de refixer sur la scène de crime des scellés arrachés par le vent. Lorsque soudain Gilles Valdan, en charge de l'enquête, est interrompu par Alexandre, le fils du viticulteur. Le fils vient vers moi et commence à me poser des questions sur l'autopsie et je sens qu'il n'est pas serein du tout. Je comprends tout de suite qu'il sait des choses et qu'il cherche à savoir si j'ai les mêmes informations que lui. En une fraction de seconde, le gendarme comprend qu'il est peut-être sur le point de résoudre l'énigme. Mais il sait aussi qu'il faut la jouer fine pour ne pas braquer l'adolescent de 16 ans. Je lui dis, écoute, il va falloir qu'on discute parce que tu sembles savoir plus de choses que tu ne m'en as dit. Et du coup, il va lui proposer de passer à la gendarmerie dans l'après-midi vers 15h. Et là, il me répond, je veux bien venir vous voir, mais faut pas que maman soit au courant. Il est 15h05 lorsqu'Alexandre, le fils de Jean Aprin, franchit les portes de la gendarmerie de la Roquebroussanne. Et ce qu'il va révéler est digne d'un véritable film policier. On s'assoit tous les deux et je lui dis, écoute, je t'écoute, dis-moi. Et là, il vide son sac. Le fils dit « J'ai des révélations à vous faire sur la mort de mon père. C'est moi qui l'ai tué, avec ma mère. » Incroyable, Jean Aprin aurait été tué par sa propre famille, dont son fils chéri, qu'il voyait comme son héritier dans les vignes. Ah oui, j'ai les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes. Et je n'en reviens pas. Et le gendarme n'est pas au bout de ses surprises. Car Alexandre va dérouler par le menu son scénario de la nuit macabre du 5 au 6 décembre 2012. Selon l'adolescent, la mise à mort de son père Jean Aprin aurait débuté dans la cuisine de la maison familiale, quelques heures avant le dîner. Le fils expose qu'il a pilé un nombre relativement important de cachets. Avec sa mère, ils ont mélangé ce broyat de comprimés. Ils l'ont mis dans la cafetière, ils ont servi une tasse à Jean. Il l'a bu. Le puissant mélange de somnifères aurait rapidement fait effet. Et Jean Aprin se serait alors profondément endormi. La suite du récit de l'adolescent est à peine croyable. Ils sont allés dans la chambre, qu'ils l'ont secoué pour vérifier qu'il dormait bien et profondément. Il n'a pas réagi. Ils ont donc continué de passer à l'action. Ils ont imbibé un coussin d'alcool à brûler et d'eau de javel. Ils ont appliqué le coussin sur la bouche de Jean Aprin qui ne bougeait pas, qui ne pouvait plus se défendre.
Et comme si cela ne suffisait pas, selon Alexandre, après avoir drogué puis étouffé le père de famille, sa mère et lui auraient ensuite décidé de l'étrangler. Ils ont pris une ceinture qui lui ont passée autour du cou, chacun d'un côté du lit. Et voilà la mère d'un côté et le fils de l'autre qui tirent comme des forcenés sur la ceinture pour étrangler Jean Aprin. Ça a duré tellement longtemps que l'adolescent a dit qu'il en avait mal à la main de serrer la ceinture. L'entreprise criminelle a bien duré plus de 30 minutes au total. Une fois le crime accompli, le duo aurait conduit Jean Aprin sur son exploitation viticole à quelques kilomètres de là. L'objectif, tenter de maquiller leur meurtre en crime de rôdeur. Cette histoire surréaliste semble pourtant amuser l'adolescent. Comme en atteste cette anecdote qui a beaucoup marqué le gendarme Valdan. Il trouve l'anecdote assez marrante de nous réexpliquer que finalement, il est passé devant la gendarmerie avec le cadavre de son père dans le coffre et lui qui conduit sans permis. Face au ton cynique de l'adolescent, les gendarmes se demandent si Alexandre ne serait pas tout simplement en train de se payer leur tête. C'est pas la première fois qu'on aurait dans un dossier un ado imaginatif, affabulateur, mythomane, qui inventerait un scénario criminel qu'il n'aurait pas commis. J'ai beaucoup de mal à imaginer à ce moment-là un jeune garçon frêle, introverti et discret comme lui pouvoir commettre un tel acte. Passionné de jeux vidéo, l'adolescent perturbé serait-il déconnecté de la réalité au point d'inventer le meurtre de son père? Pour le savoir, il va falloir confronter Nadine Aprin aux déclarations de son fils. Dans le petit village de la Roquebroussanne, il se murmure que le fils et l'épouse de Jean Aprin sont entendus à la gendarmerie pour le meurtre du viticulteur. Les habitants peinent à y croire, car ici tout le monde connaît Nadine et cela ne colle pas vraiment avec la mère de famille qu'ils côtoient au quotidien. Tout le monde l'a dépeint comme une femme gentille, souriante, aimée, aimante, et de sa famille, de ses amis. C'est quelqu'un qui était connu dans le village, quelqu'un qui faisait pas d'histoire. Elle n'a pas de caractéristiques particulières qui pourraient nous faire imaginer que elle puisse avoir ce genre d'attitude, non. Personne n'y croit, quoi. Henri Vial, un ami proche du couple, refuse de croire que Nadine, avec qui il a grandi, puisse être coupable. Pour preuve, il lui avait même confié la prunelle de ses yeux, ses enfants. Elle a été la nourrice de mes enfants pendant 1 an ou 2. Moi, j'avais deux fils, elle s'en est occupée. Elle les avait du matin au soir. Donc il faut quand même faire confiance à quelqu'un pour confier les enfants. Une confiance qui ne s'arrête pas aux frontières du village. À l'hôpital de Brignoles, où Nadine travaille, ses collègues ne tarissent pas d'éloges sur cette aide-soignante, sérieuse et impliquée. Pour eux, impossible que Nadine puisse être mêlée à un meurtre. Ça ne collait pas avec la personnalité que je connaissais de Nadine. C'est une personne qui est tout à fait conviviale. C'est quelqu'un de plutôt sympathique, assez dynamique. C'est quelqu'un qui travaille bien, qui s'occupe bien des patients, quoi. Très travailleuse, volontaire, prête à bouger dès qu'il y a quelque chose. À aucun moment, je peux croire que c'est elle qui a tué son mari. Pourtant, malgré cette image sans faille, Nadine Aprin va devoir s'expliquer sur les accusations portées par son fils Alexandre. Elle dit qu'elle ne comprend pas les motifs de la garde à vue, à savoir l'assassinat. Elle dit qu'elle n'a aucun grief contre son mari. Elle est là en disant mais comment, de quoi parle-t-on? Alors grand étonnement, Nadine Aprin dit mon fils a beaucoup d'imagination. Et que tout ce qu'il raconte est faux, que c'est un adolescent très imaginatif et qu'il affabule complètement.
Et elle jure ses grands dieux qu'elle est totalement innocente et qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Les gendarmes sont face à un dilemme. D'un côté, une mère de famille irréprochable, au casier judiciaire vierge, qui clame son innocence. De l'autre, un adolescent de toute évidence perturbé, qui accuse lui et sa mère de meurtre. Alors, qui du fils ou de la mère dit la vérité? C'est finalement la science qui va parler et faire tomber les masques. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Jean Apprin. Dans la seconde partie, vous allez voir qu'un élément va faire basculer l'enquête. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Jean Apprin, vous allez voir qu'un élément va faire basculer l'enquête. Avec moi, vous entendrez les voix d'Henri et Bernard, deux amis de Jean, des collègues de Nadine, sa femme, celles des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Car en réalité, la veuve éplorée Nadine Apprin ment éhontément. Et ce sont les résultats des analyses toxicologiques réalisées sur son époux qui vont la démasquer. En effet, Jean Apprin a bien été drogué par un puissant somnifère, de la noctamide. C'est le rapport d'analyse toxicologique. Quantité totale administrée en noctamide 2 mg, 6 à 7 comprimés. C'est de quoi assommer un cheval. Lequel a été administré peut-être 1 heure avant la mort par étouffement de Jean Apprin. Et ce n'est pas tout. Les résultats des analyses apportent également une autre information de taille. Les experts toxicologiques vont trouver, pour employer une image simpliste mais qui expose la situation, une véritable armoire à pharmacie dans le corps de ce pauvre Jean Apprin. En effet, dans le corps de la victime sont retrouvées des traces de 3 neuroleptiques puissants. Des traces anciennes. Cela faisait donc plusieurs mois que quelqu'un cherchait à le supprimer. Pour les gendarmes, pas de doute, il s'agit bien de son épouse, Nadine Apprin. D'autant que la perquisition menée au domicile familial va finir de l'accabler. Dans les ordinateurs, ils ont trouvé nombre de recherches de Nadine sur comment tuer avec la mort au rat, quel est le pouvoir létal de l'aldol, de la noctamine, du tertian et autres, et bien d'autres recherches encore. La mère de famille cherchait donc à supprimer par tous les moyens son mari, et cela depuis des semaines. Son fils, Alexandre Apprin, va d'ailleurs expliquer que 2 semaines avant le meurtre, sa mère lui avait déjà demandé de tuer son père, mais que le plan machiavélique avait échoué. Nadine Apprin fait broyer 48 comprimés de somnifères au fils. Le père a dormi pendant quasiment 48 heures d'affilée. Il a dormi du dimanche au mardi. Mais dormi. À l'époque, Jean avait survécu par miracle. Et sans se douter une seconde que le viticulteur était en fait victime de son épouse, ses amis l'avaient alors poussé à consulter au plus vite un médecin. Il était blanc, mais blanc comme un cachet d'aspirine, blanc, livide. Il reste pas comme ça, va voir un docteur, va à l'hôpital, fait quelque chose. Et il le mettait sur la fatigue des vendages. Pour ne pas éveiller les soupçons, Nadine avait alors accepté de conduire son époux à l'hôpital pour y passer des examens. Des analyses de sang ont été effectuées, des analyses classiques, et pas une analyse toxicologique. Ils n'ont rien trouvé de particulier si ce n'est qu'un léger cholestérol. Et ils n'ont rien trouvé. Pourquoi ? Parce que pour trouver
des traces d'administration de produits toxiques, il faut savoir ce que l'on recherche. 15 jours plus tard, Jean Apprin ne survivra malheureusement pas au traitement infligé par sa femme et son fils. Car pour ce deuxième essai, la mère de famille, en plus de droguer son époux, s'assurera de l'étouffer. Après, ce qu'a dit son fils et ce qu'on a dans le dossier, elle est cuite. Avant même qu'elle soit arrêtée, elle est cuite. Cette fois, la culpabilité de Nadine et de son fils semble évidente pour les gendarmes. Reste à comprendre pourquoi la mère de famille s'est donné tant de mal pour supprimer son époux. Et là encore, l'affaire va connaître un nouveau rebondissement. Réentendue par les enquêteurs, Nadine Apprin se met à table. Oui, c'est elle qui a tué avec l'aide de son fils. Mais pour expliquer son geste, elle déclare que Jean était un homme violent. C'est en totale contradiction avec ses premières déclarations où elle disait que tout se passait bien dans son couple, qu'il y avait des disputes de temps en temps, mais pas plus que ça. Et la veuve de dépeindre en détail sa vie de femme abusée et soumise à un mari tyrannique. Voici ce qu'elle déclare aux gendarmes. Cela fait 22 ans que l'on vivait ensemble. Mais depuis 17 années, je subis des violences morales, verbales et physiques. Il m'insulte tout le temps, me met plus bas que terre. Il me mettait des coups de poing, souvent dans le ventre, parce que cela ne se voyait pas. Un quotidien que l'aide-soignante décrivait d'ailleurs régulièrement à ses collègues de travail, Karine Schmitt et Stéphane Serfati. Elle m'a parlé de problèmes conjugaux en me disant que Jean la battait, Jean criait sur elle et qu'il faisait de même par rapport à leur propre fils. Elle souffrait beaucoup. Elle était malheureuse. C'est pour ça que par moments, elle ne voulait pas rentrer chez elle. Elle dit qu'elle vit un enfer au sein du foyer familial et que sa vie était devenue totalement insupportable. En tuant Jean Apprin, Nadine se serait donc libérée de son bourreau. Elle ne serait d'ailleurs pas la première femme à supprimer son époux pour cette raison. Et elle justifie ainsi le fait qu'elle est victime et que c'était pour elle la seule solution de pouvoir se défaire de son emprise. Le désespoir peut amener à des actes totalement irrationnels. Là, nous sommes dans un acte irrationnel. Et Nadine n'en a pas fini. Pour expliquer son geste, elle va raconter un épisode abominable de sa vie. Jean aurait également tué de ses mains leur deuxième enfant. Flavien, un bébé de 2 mois et demi. C'était en 2002. Elle est persuadée que la faute est imputable, la faute du décès de son deuxième enfant est imputable à Monsieur Apprin. Elle en est persuadée. Il l'aurait peut-être un peu secoué, peut-être un peu violenté. Seulement, il y a un problème qui décrédibilise complètement ce que dit Nadine. Les enquêteurs vont mettre la main sur un document, le certificat de décès de son fils, Flavien. Car si le bébé est bien mort à l'âge de 2 mois et demi, les circonstances n'ont rien à voir avec ce que la mère de famille décrit. Le médecin urgentiste qui est intervenu ce jour-là a été entendu par les enquêteurs. Il dit que c'était une mort subite, certes, mais naturelle, et qu'il n'y avait pas de traces de violence sur cet enfant. Non seulement le bébé n'aurait donc pas été secoué, mais ce jour-là, Jean Apprin n'était tout simplement pas présent sur les lieux lors du drame. Le bébé était dans le couffin à l'arrière de la voiture de Nadine. C'est quand même un mensonge gravissime, puisqu'elle vient inventer la mort volontaire d'un bébé de part toujours le même. Vilain, méchant, Jean Apprin. Celui qui frappe, celui qui viole, celui qui boit et celui qui tue. Et ce n'est pas tout. Selon son entourage proche, non seulement Jean n'était pas alcoolique, mais il aurait été incapable de faire du mal à une mouche.
Vous avez vu la corpulence de Jean, soi-disant il a frappé, et la corpulence de Nadine. Elle y filait une baigne, il faisait 3 tours, et elle se laisse frapper par Jean, il faut quand même pas rêver. Il y a des choses qu'on peut accepter, il y a des choses qu'on peut pas accepter. Et ça, je l'accepterai jamais. De dire que Jean était violent, c'est impossible. Impossible. Aucun témoignage ne nous permet d'affirmer que Jean a pu être violent envers sa femme ou quelqu'un d'autre. En réalité, ces violences conjugales n'auraient jamais existé. Ainsi, Nadine aurait tout simplement manipulé son entourage. Et cela depuis des années. Car vous allez le découvrir, la mère de famille menait en fait une double vie. C'est l'étude du téléphone de Nadine Aprin qui va permettre de complètement la démasquer. Les enquêteurs, grâce à son répertoire de contacts et ses derniers échanges téléphoniques, vont mettre la main sur une très longue liste d'amants. L'exploitation du téléphone de Nadine nous montre qu'elle a échangé de nombreux messages avec d'autres hommes. Mais là où ça devient cocasse, pour pas dire tragique, entre la mort et l'enterrement, c'est-à-dire une vingtaine de jours, Nadine Aprin entretenait en même temps 6 liaisons avec 6 hommes différents. On se pose la question sur les mœurs de Madame Aprin. Et puis Nadine était également très active sur Internet pour entretenir sa vie extra-conjugale. On se rend compte qu'elle se connecte sur des sites Internet de rencontres. Je crois qu'elle est inscrite sur 7 sites de rencontres sur Internet, uniquement des rencontres libertines, des rencontres échangistes. Donc elle était adepte de ce type de sexualité. Ça donne un peu de relief à ce personnage qui n'est pas la veuve que l'on pourrait imaginer. C'est plutôt la veuve joyeuse. Incroyable. Nadine était en fait passée maître dans l'art de la tromperie. Ainsi, selon son amie Karine, elle possédait dans le plus grand secret une garçonnière pour ses nombreux rendez-vous galants. À un moment dans ma vie, j'avais besoin aussi d'un endroit où j'avais besoin de me ressourcer et me cacher. Et Nadine m'a dit, mais écoute, si tu veux, moi j'ai un appartement. Où elle pouvait venir peut-être à la sortie du boulot pour recevoir ses amants occasionnels. Des mœurs débridées, très éloignées de l'image de mère de famille qu'on lui connaissait jusque-là. Dans le petit village de la Roque-Broussanne, les proches du couple Aprin découvrent avec stupeur le vrai visage de Nadine. Suspectée du meurtre de son époux, la mère de famille aurait tout simplement menti à tout le monde. Eh ben Nadine, je n'aurais pas cru. Quand même, elle a trompé tout son monde. C'était l'effroi, personne ne comprenait. En connaissant un peu le couple, les gens ne s'expliquaient pas qu'est-ce qui avait pu faire basculer son épouse jusqu'à cette extrémité. Henri Vial, très proche de la famille de son ami Jean Aprin, repense horrifié aux fêtes de Noël, pendant lesquelles Nadine était allée jusqu'à se réfugier chez les parents de son époux pour jouer la veuve éplorée. Quand vous pensez que la famille à Noël, ils l'ont invité à manger chez eux pour pas qu'elle reste seule. La famille elle l'aurait su avant Noël, je pense que vous n'avez pas une femme comme ça à votre table. C'est une très grande manipulatrice, perverse, qui a manipulé tout le monde. La liste serait trop longue. Et vous allez voir que c'est justement grâce à son art de la manipulation que la mère de famille a réussi à convaincre son fils Alexandre de l'aider dans sa terrible entreprise. Car Jean Aprin était devenu peu de temps avant le drame un véritable obstacle à sa vie dissolue. Et pour comprendre ce qui a pu rendre ce crime possible, il faut remonter au début des années 90. À l'époque, Nadine se fiance avec Jean Aprin, qu'elle connaît depuis l'enfance. Voici la photo de ce jour heureux.
Mais voilà, les choses vont rapidement se gâter. Car durant ses fiançailles, Nadine, déjà infidèle, tombe amoureuse et enceinte d'un autre homme. Et l'homme ne veut pas ni de l'enfant ni d'elle. Et il s'en va. Et elle se retrouve dans une impasse en réalité. Les filles mères étaient mal vues. Hein, et là, dans les villages un peu reculés, c'est toujours le cas. Il y a non, ma fille, tu n'auras pas d'enfant sans être mariée. Le seul échappatoire pour s'en sortir, entre guillemets, la tête haute, c'était de faire endosser finalement la grossesse à Jean, de le transformer en père, de l'épouser et de se ranger. Sous la pression familiale, Nadine finit par épouser Jean Aprin à contre-cœur le 16 mars 1996, sans qu'il ne se doute une seule seconde qu'elle est en réalité enceinte d'un autre homme. Le père de Nadine a considéré que Jean était un travailleur et que c'était un bon gars gentil. Il fallait l'épouser, voilà, c'est... Et donc peut-être que tout ça a fait que, voilà, elle s'est mariée contrainte et forcée, quelque part. Et c'est de là que tout le drame se construit au final. 5 mois plus tard, Nadine donne naissance à Alexandre. Les années passent. La mère de famille compose tant bien que mal avec ce mariage malheureux. Mais voilà, en 2003, Nadine se fait poser un anneau gastrique, ce qui va tout changer et faire naître chez elle une envie de renouveau. Car délestée de plusieurs dizaines de kilos, elle rêve maintenant de liberté. Elle se sentait mieux dans sa peau et plus à l'aise et plus épanouie. Elle était contente de faire voir qu'elle mettait des pantalons. Elle faisait voir qu'elle avait perdu sa sourire de toute façon. Là, on ne pouvait pas dire qu'elle n'a pas fait un régime parce qu'elle avait perdu entre au moins 20 kilos. Ah ouais, c'était impressionnant. Quand on perd du poids, on se dit, ouais, c'est mental et c'est physique. On se regarde aussi autrement et les gens nous regardent autrement. Donc on se sent désiré, on se sent... et ça fait des fois pousser des ailes. Nadine Aprin envisage alors de divorcer pour changer de vie, comme le lui conseillent ses collègues de l'hôpital. Oui, je lui ai conseillé de le quitter, puisqu'on ne peut pas vivre une vie comme ça éternellement. Les amis n'ont pas manqué de lui dire « mais t'as qu'à divorcer, parce que tu te plains tout le temps. Là, tu divorces, ça va. Le gamin, il est élevé, t'as un boulot, tu divorces. » C'est le conseil lambda que n'importe qui peut faire à sa copine. Mais voilà, Nadine ne va pas tarder à découvrir qu'un divorce pourrait lui coûter cher. Car propriétaire du terrain viticole qu'exploite son époux Jean, elle serait contrainte de devoir partager ses terres. Et ça, elle s'y refuse. Elle a l'impression que elle allait perdre toute une partie de l'héritage de ses parents si jamais il y avait divorce. Elle s'est dit, mais alors tout ce que moi j'ai eu, si on divorce, je n'aurai plus rien. Ce sera plus à moi. Donc voilà, elle avait peur de ce côté-là, quoi. En 2009, soit 3 ans avant le drame, c'est un événement anodin qui va définitivement enclencher la machine meurtrière. Souvenez-vous, à l'époque, Jean Aprin, débordé entre son travail au supermarché et l'exploitation des vignes le week-end, prend une décision radicale. Se consacrer à 100% au domaine viticole situé à proximité du domicile familial. Elle m'a dit qu'il passait beaucoup plus de temps à la maison et que c'était lourd. Lui est totalement libre de ses horaires. On ne sait pas à quelle heure il va revenir. On ne sait pas à quelle heure il va repartir. Donc c'est compliqué de prendre des rendez-vous avec des amants. Elle a fait un rejet total de son mari, puisqu'il l'empêchait de vivre sa vie de femme. Nadine Aprin aurait alors pris la décision de se débarrasser de ce mari devenu trop encombrant. Et pour ne pas le faire seule, elle va alors se tourner vers ce qu'une mère a de plus cher, son fils. Pendant 3 années, elle va tout mettre en œuvre pour que Alexandre déteste son père.
sa mère, toute la journée, lui dit « Ton père me frappe, ton père me viole, ton père a tué ton petit frère. » Elle a armé clairement son fils pour en faire une machine à tuer. Après 3 ans de ce régime, Alexandre, devenu un adolescent de 16 ans, nourrit une véritable haine pour son père. Mais cela ne suffit toujours pas à faire de lui un meurtrier. Alors, comble de l'horreur, 3 semaines avant la mort de Jean, pour persuader son enfant de passer à l'acte, Nadine lui fait une terrible révélation. Elle a obtenu l'adhésion finale du fils et elle a basculé le fils dans l'horreur du parricide en disant « Mais comment tu hésites ? Mais c'est pas ton père. C'est pas ton père. » Elle est monstrueuse, cette femme. Elle est monstrueuse. Plus de doute possible. Nadine Aprin a bien prémédité de longue date son crime et a fait plonger son enfant de 16 ans avec elle. Mère et fils sont donc mis en examen pour l'assassinat de Jean Aprin. Nadine encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Alexandre, mineur au moment des faits, risque tout de même 20 années de prison. Le 31 juin 2015, 2 ans et demi après les faits, c'est un procès hors norme qui s'ouvre à huis clos devant la cour d'assises des mineurs de Draguignan. Car dans le tribunal, l'ambiance est bien celle d'une réunion de famille qui aurait mal tourné. C'est une famille détruite, ils ont tout perdu. Ils ont perdu Jean, ils ont perdu Nadine, qui était admise au sein de la famille, et ils ont perdu le gamin. Dans le box des accusés, Nadine Aprin continue de clamer la légitime défense. Elle n'en démord pas. Jean la battait. Nadine, elle est fidèle au personnage, minimisant systématiquement son implication. Même si on peut trouver des personnes extérieures qui disent qu'il n'en est rien, j'insiste vraiment sur ce point, on est dans l'intimité du couple. Personne ne peut dire réellement ce qui s'est passé. Face à elle, Alexandre, son fils, mineur au moment des faits, aurait été instrumentalisé par sa mère pour commettre le pire des crimes, le parricide. Alors, lorsque le jeune homme, désormais âgé de 18 ans, s'avance à la barre, tous les regards sont rivés sur lui. Et voici ce qu'il dit aux jurés. Ma mère m'a manipulé pour me monter contre mon père. Je pensais vraiment que mon père était violent envers ma mère. J'avais également cru ma mère quand elle m'avait dit que mon père était responsable de la mort de mon petit frère. Dans la salle, Paul Olzac, la collègue de Nadine, découvre médusé le témoignage d'un jeune homme brisé. Pour la professionnelle de santé, pas de doute dans ce drame. Alexandre est lui aussi une victime. Il a été un instrument. Il avait 16 ans. Et je peux comprendre qu'il ait aidé sa mère. Il a voulu sauver sa mère quelque part. Donc il est excusable. J'aurais peut-être fait pareil, moi. À 16 ans, j'aurais peut-être fait pareil. Et c'est ça qui est terrible. Comble de l'horreur, à la barre, l'adolescent effondré rajoute qu'avant de se muer en meurtrier, il avait tout tenté pour faire machine arrière. Le soir du crime, j'ai longtemps lutté pour dissuader ma mère. Et je ne sais pas pourquoi j'ai continué à l'aider. Il a mûri. Il comprend ce qui se passe. Il exprime beaucoup de regrets, beaucoup de remords. L'émotion suscitée par le témoignage de l'adolescent va avoir un impact direct sur Nadine Aprin. À court d'arguments, elle décide alors de se murer dans le silence. Son fils a fait une déclaration qui lui impute toute la responsabilité du crime commis. Elle dit, à partir de là, je garde le silence. Est-ce que finalement, c'est pas l'acte d'amour ultime que d'acquiescer à la version de son fils, de l'épargner? Un silence qui coûtera très cher à Nadine Aprin. À l'issue des débats, la mère de famille est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de son mari. La cour d'assises a qualifié l'attitude de Nadine Aprin
comme une volonté farouche, déterminée et ancienne de tuer son mari. Alexandre, lui, a sans surprise bénéficié de la clémence des jurés. Il est condamné à 1 an de prison ferme et 4 ans avec sursis. Ayant déjà passé 1 an derrière les barreaux, il ressort libre du tribunal. Il est ressorti très rapidement puisqu'il avait purgé sa peine de par la détention provisoire. Il ne voulait pas qu'il reste un jour de plus en prison pour qu'il puisse se reconstruire. Une peine clémente, car les jurés savent bien qu'Alexandre devra payer moralement toute sa vie pour la mort de son père. En tant qu'infirmière, j'ai vu des adultes détruits en fonction de ce qu'ils avaient vécu dans leur enfance. Et ça, c'est quelque chose de très dur. Très dur. Ça m'a vraiment affectée. Parce que je me suis dit, c'est aussi tuer le fils quelque part. Dans le petit village de la Roquebrussanne, les années ont passé. Mais le sentiment de colère et de trahison reste indélébile pour ses habitants. Henri Vial est hanté chaque jour par le départ tragique de son ami, viticulteur. J'ai perdu un ami qui ne le méritait pas. On s'imagine de le voir dans les champs. Sa présence est toujours là, quoi. C'est irremplaçable. Perdre un ami comme Jean et dans des conditions pareilles, ça passe pas. Ça peut pas passer, ça. C'est tout. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Jean Aprin. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt.